Salut tout le monde, on se retrouve pour le test et l'unboxing de la GeForce RTX 5070 Ti. Donc on va l'ouvrir, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner si c'est pas fait, et on est parti. Alors oui, je suis un pigeon parce que j'ai acheté la carte graphique Day One avec un prix qui était beaucoup plus cher que son prix de base. Je suis une grosse vache à lait, mais il fallait vraiment que je change de carte graphique. Donc on retrouve un câble adaptateur si jamais vous n'avez pas le bon câble pour votre carte graphique. On retrouve ça pour positionner la carte graphique et voilà la bête qui est ici. Si j'arrive à la retirer, voilà. Et on retrouve à l'intérieur de la petite notice, voilà. Et bien sûr, cette graphique que vous voyez comme ça, qui est quand même assez balèze, va venir remplacer tout simplement cette carte graphique que j'avais avant, à savoir la RTX PNY qui fait vraiment beaucoup de bruit. Et ça m'a vraiment, en restant poli, embêté dans les streams et dans les enregistrements de gameplay de jeux VR et de jeux non VR, et surtout quand je jouais. Donc on va la remplacer par celle-là. On va l'ouvrir pour voir ça un peu de près. Hop. Franchement, elle est quand même... Bon, faut que je fasse attention parce que... Ah, on a ça qu'on va enlever. Hop, elle est magnifique cette carte graphique. En espérant qu'elle fasse pas trop de bruit quand même. Voilà, on va retirer tout ça, pardon. Hop. Ça va, elle est pas si grosse que ça, hein, mais elle est quand même, fait quand même son poids. Donc voilà, on retrouve ici bien sûr, ici tous les ports, et maintenant il me reste plus qu'à la monter et à l'installer. On se retrouve dans la partie test. Dans la partie test, je teste des jeux VR et des jeux non VR. Je sais que très peu de youtubeurs ont testé la carte graphique avec des jeux VR. Là, j'ai un processeur i9 de 10e génération, c'est quand même assez ancien. Si vous avez un processeur de 12e génération Intel, 13e ou 14e génération, vous aurez plus d'FPS que moi, donc ça peut être intéressant. Et j'ai testé avec 16 Go de VRAM en 3000, donc c'est pas forcément ouf. Si vous avez plus que 3000, ça peut aussi vous faire gagner quelques FPS supplémentaires. Donc voilà ma config avec cette 5070 Ti. Et on se retrouve dans la partie test. Pour les tests, j'ai utilisé MSI Afterburner pour savoir le nombre d'FPS et le logiciel Nvidia pour enregistrer le contenu. Donc le fait d'enregistrer avec Nvidia me fait perdre déjà quelques FPS. Alors on se retrouve dans la partie test dans le jeu Black Ops 6. On va commencer avec les jeux d'FPS. J'ai mis tous les paramètres au minimum en Full HD, donc en 1080p, et on va voir les performances que offre ce jeu en 1080p avec ma RTX 5070 Ti. Comme vous pouvez voir, j'arrive à atteindre les 200 fps, mais parfois j'ai des drops d'FPS et j'arrive à 180, 175, mais je suis plus au minimum à peu près dans les 180, donc c'est plutôt pas mal. Mais vu que ma config est pas suffisamment puissante pour profiter pleinement de la RTX 5070 Ti, ça va faire que je vais perdre des FPS. Parce que en 4K, j'aurai très peu de pertes, mais en Full HD, c'est là que je vais commencer à avoir beaucoup de pertes, de l'ordre de 15 à 20% à peu près. Si j'aurais par exemple un processeur de 13e, 14e génération avec de meilleures RAM, ça aurait fait que j'aurais pu gagner des FPS supplémentaires. Mais quand même, juste avec ça, j'arrive à avoir quand même à peu près 180, 190 FPS, on va dire, de moyenne sur ce jeu-là. Après, je peux descendre à 176, mais globalement, j'arrive à avoir à peu près 180 FPS et je peux aller jusqu'à 216 FPS, mais globalement, la moyenne, c'est 180 FPS sur le jeu Black Ops 6 en mode multijoueur. Donc ça reste correct. Mais cela étant dit, vu que j'ai un écran de 230 Hz, c'est assez dommage de ne pas pouvoir les atteindre avec ma carte graphique. Mais en même temps, j'ai pas la config pour profiter pleinement de cette puissance, de la puissance de cette nouvelle carte graphique. Avec un processeur de 13e, 14e génération, peut-être que j'arriverai à atteindre les 230 FPS. Mais globalement, je suis satisfait. Ensuite, on se retrouve sur le jeu Fortnite en direct 12 avec tous les graphismes au minimum en Full HD comme sur Black Ops 6, et j'ai à peu près la même moyenne dessus. Donc si vous jouez à des jeux d'FPS beaucoup moins gourmands, vous allez largement dépasser les 230 FPS si vous avez une config similaire à la mienne, ou avoir plus si vous avez un meilleur processeur et de meilleure RAM. Et globalement, je suis dans les 200 FPS, mais j'ai des drops d'FPS et je peux descendre dans les 180, etc. Mais j'arrive quand même à avoir un peu plus d'FPS de moyenne que sur le jeu Black Ops 6, qui est pas forcément suffisamment optimisé, mais globalement j'ai, je dirais peut-être dans les 190 de moyenne en termes d'FPS sur le jeu Fortnite. Donc là c'est
en Full HD avec tous les paramètres au minimum. Après peut-être que j'ai pas optimisé autant le jeu que j'aurais dû, mais avec les paramètres au minimum, ça reste plutôt correct. Et j'ai globalement, on va dire, 190 je dirais d'FPS de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le jeu tourne bien, c'est fluide, et là j'ai pas activé de DLSS parce que c'est un jeu d'FPS pour avoir le top du top. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est pas suffisamment puissant pour profiter de mon écran de 230 Hz. Peut-être que si j'ajoute de meilleures RAM et un nouveau processeur de 13e ou 14e génération, pardon, je vais pouvoir peut-être potentiellement atteindre les 200 FPS, voire plus. On se retrouve maintenant pour tester des jeux d'aventure en résolution 4K et Quad HD. On est sur le jeu Horizon Zero Dawn, la version remasterisée en 4K avec tous les paramètres graphiques à fond, et on va voir ce que vaut ce jeu en rasterisation, c'est-à-dire en performance brute de la carte graphique, sans activer le génération d'images, le DLSS, et on va voir les performances de ce jeu grâce au benchmark du jeu. Benchmark du jeu, j'ai du mal à le prononcer, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. On va quand même avoir une belle performance sur le jeu, même si c'est vrai que le jeu est quand même vachement gourmand, surtout avec sa version remasterisée, mais tout de même, on s'en sort vraiment pas mal avec cette carte graphique, la RTX 5070 Ti. Donc c'est plutôt pas mal, et vous allez voir que à la fin du test on va avoir un résultat qui est quand même relativement correct, je trouve, à mon goût. On se retrouve pour le résultat du test. On a quand même 68 FPS de moyenne, c'est quand même un résultat totalement correct. Ça montre que la RTX 5070 Ti peut être utilisée pour de la 4K. Après c'est sûr que si je joue à un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça avec le DLSS, avec le ray tracing activé, ça va consommer, j'aurai peut-être pas 68 FPS, mais ça montre que cette carte graphique peut être utilisée pour faire de la 4K. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on se retrouve toujours en résolution 4K avec tous les paramètres graphiques à fond, mais cette fois-ci, on va activer le DLSS génération d'images pour voir combien d'FPS supplémentaires on va avoir dans le jeu, et vous allez être agréablement surpris. Ça montre que le DLSS est plutôt pas mal avec cette carte graphique. Le problème, c'est que moi, j'avais une RTX 3080 Ti et je ne pouvais pas activer le DLSS dans le jeu parce que c'était réservé au RTX 4000. C'est assez dommage d'avoir ça dans certains jeux, mais là, vu que j'ai la dernière génération de carte graphique, je n'ai plus le problème, et on va voir les performances avec cette nouvelle carte graphique. Alors on arrive à une moyenne d'FPS de 102 FPS, c'est plutôt pas mal en 4K, c'est-à-dire avec tous les paramètres graphiques à fond grâce au DLSS génération d'images, donc c'est totalement correct. Ça montre que la RTX 4080 Ti peut être une bonne carte en 4K, même dans les jeux récents, avec le ray tracing mis à fond et les paramètres graphiques à fond grâce au DLSS. C'est plutôt pas mal, c'est un résultat totalement correct, et on continue dans cette partie test. Maintenant, on se retrouve encore pour le test du jeu, mais cette fois-ci aux résolutions Quad HD, et on va voir les performances de ce jeu en termes d'FPS avec cette résolution en Quad HD avec le DLSS activé, et vous allez voir que c'est plutôt correct. On se retrouve pour voir le test. En Quad HD, avec la résolution Quad HD, on a quand même 146 FPS de moyenne, donc c'est totalement correct. Sans DLSS, on va avoir moins, mais je pense qu'on sera dans les 100 FPS, donc le jeu peut être joué en Quad HD avec tous les paramètres graphiques à fond pour être à plus de 100 FPS, et on peut même atteindre les 146 FPS de moyenne avec le DLSS, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve pour tester le jeu Ratchet & Clank, donc là on va mettre la résolution 4K, et dans les paramètres graphiques on va pas mettre tout à fond, on va rester en élevé parce que le jeu consomme énormément, surtout avec le ray tracing, et vous allez voir que comme ça on a quand même pas mal d'FPS. On a une moyenne à peu près de 80, 86, 90 FPS, donc c'est totalement correct. Donc c'est la résolution élevée en 4K, donc j'ai fait exprès de pas mettre la qualité à fond parce que je compte activer le DLSS, sinon si je mets la qualité à fond sans DLSS ça passe avec la carte graphique, mais avec le DLSS ça passe très mal. Maintenant on passe au ray tracing, on va activer le ray tracing en résolution 4K avec les paramètres graphiques en élevé, parce que si je mets les paramètres graphiques en très élevé ça assume pas, et vous allez voir que là on va perdre quasiment la moitié ou même un peu plus de la moitié en termes d'FPS, parce que là on a une moyenne de 40, 45 FPS, 46 FPS, parfois 50, mais je dirais plus une moyenne de 45 ou 46 FPS. C'est vraiment beaucoup, ça fait que le ray tracing enlève beaucoup en performance. On n'a pas activé le DLSS génération d'images, et là on peut voir qu'on perd quand même
pas mal d'FPS en 4K en activant le ray tracing, mais ça assume toujours. Maintenant, on se retrouve pour tester la résolution Quad HD sans DLSS, juste avec les paramètres graphiques réglés sur élevé. Malheureusement, je ne peux pas utiliser le DLSS parce que dans le jeu, c'est uniquement compatible avec les RTX 4000 et pas encore les 5000 parce que la mise à jour n'a pas été faite, je pense, par les développeurs. Et comme vous pouvez voir, on a quand même une moyenne à plus de 100 FPS. C'est vraiment remarquable en Quad HD. Donc là, on a tous les paramètres en élevé. Si je joue en très élevé, je perds un peu plus en FPS, mais je peux jouer en très élevé très facilement. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça quand même. Ça montre que cette carte graphique fonctionne hyper bien en résolution Quad HD pour avoir plus de 60 FPS, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer cette fois-ci avec le ray tracing activé et on va avoir une moyenne, comme vous pouvez voir, d'à peu près 80-90 FPS, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Parfois on peut même descendre en dessous de 80, mais globalement on a une moyenne au moins à 80 FPS avec le ray tracing activé en Quad HD. C'est plutôt pas mal, c'est très joli et peut-être que ce jeu est plus intéressant à jouer avec cette carte graphique là en résolution Quad HD parce qu'on peut activer le ray tracing et avoir plus de 60 FPS avec les paramètres graphiques réglés en élevé. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là. On se retrouve maintenant pour tester Spider-Man avec la résolution 4K, avec tous les paramètres en très élevé, donc tous les paramètres graphiques à fond, mais sans ray tracing. Et là, c'est plutôt pas mal parce que vous allez voir qu'on va dépasser les 100 FPS en 4K. C'est vraiment toujours joli, c'est ça qui est intéressant. Je vous laisse voir par vous-même, donc c'est plutôt pas mal, c'est fluide. Parfois, on a des baisses d'FPS, on peut être en dessous de 100 FPS, mais globalement, on a une moyenne au-dessus de 100 FPS. Donc, Spider-Man, le premier jeu Spider-Man qui est sorti sur PC en 4K sans ray tracing avec les paramètres graphiques à fond, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai voulu tester le ray tracing, donc là c'est pareil, on va dans les paramètres graphiques et on va activer le ray tracing, on va tout mettre à fond en 4K avec le ray tracing et là ça va quand même baisser plutôt beaucoup entre guillemets parce que là on va plutôt être sur une moyenne à 53-55 FPS alors que avec le ray tracing on avait une moyenne à peu près à 100 FPS. Donc là le ray tracing fait perdre beaucoup en performance et notamment en FPS. Mais l'avantage, c'est qu'on aura quand même des graphismes plus jolis grâce au ray tracing, mais ça demande énormément à la carte graphique. Mais l'avantage, c'est qu'on est à plus de 50 FPS en moyenne. On peut avoir des pertes à 40 FPS, 45, mais ça reste assez rare. Mais ça reste toujours aussi fluide, sauf que là, malheureusement, on n'atteint pas les 60 FPS de manière constante. Mais globalement, c'est plutôt bien et je pense que quand le jeu sera optimisé pour les RTX 5000, on va gagner encore plus d'FPS en 4K avec le ray tracing parce que malheureusement, on ne peut pas activer le DLSS avec Spider-Man parce que c'est uniquement compatible, comme c'est dit dans le jeu, pour les RTX 4000 et pas encore pour les RTX 5000 parce qu'ils n'ont pas encore fait la mise à jour. Mais quand la mise à jour va arriver, on va pouvoir profiter de ça avec des paramètres graphiques optimisés et je vais avoir plus de performance et plus de FPS. Maintenant, on va tester à nouveau le jeu Spider-Man avec les paramètres graphiques à fond, mais cette fois-ci en qualité Quad HD. Donc là, on va faire ça sans ray tracing dans un premier temps et ensuite activer le ray tracing et vous allez voir que on va pas gagner tellement en performance. Donc là je pense qu'on va avoir une moyenne peut-être à 105 FPS, mais on gagne pas tellement comparé à la 4K. C'est assez dommage, je pensais que j'allais avoir un peu plus, mais je pense que le jeu n'est pas optimisé avec les nouvelles RTX 5000. Parfois on peut atteindre les 120 FPS, ça reste plutôt pas mal, ça reste plus que la qualité 4K, mais j'aurais aimé avoir plus de performance en Quad HD avec tous les paramètres à fond en 4K. Donc en 4K pardon, en Quad HD, excusez-moi. Mais ça reste relativement joli et il n'y a pas une très grande différence entre la 4K et la Quad HD, même sur un grand écran. Enfin, on peut retrouver une différence, mais elle n'est pas forcément énorme, je trouve. Mais ça reste plutôt pas mal. Maintenant, on va tester ça cette fois-ci avec le ray tracing. Et pour finir, on va activer le ray tracing sur le jeu Spider-Man en Quad HD et vous allez voir que on va pas gagner beaucoup de performance. C'est assez dommage. Je pense que le jeu n'a pas été optimisé avec les RTX et RTX 5000. Je vais y arriver parce que là, les performances sont pas top parce que là on est en Quad HD et on atteint les 60 FPS, rarement les 70, donc comparé à la 4K ray tracing, on a un gain de, je sais pas moi, très très faible, de l'ordre de 2-3%, voire un peu plus, ou des fois un peu moins, donc c'est pas fou.
quand on compare les deux résolutions, alors que sur Ratchet & Clank, en Quad HD, on avait beaucoup plus d'FPS comparé à la 4K. C'est assez dommage, mais sinon, c'est plutôt bien. Mais je pense que le jeu n'est pas encore optimisé RTX 5000. Quand le jeu sera optimisé RTX 5000, je pense qu'on va avoir des meilleures performances en termes d'FPS dans le jeu. Maintenant, on se retrouve pour le dernier Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, et on va tester le jeu en 4K avec le ray tracing en moyen, et on va tester ça avec le benchmark, et vous allez voir que les performances sont relativement correctes, parce qu'on sait que ce jeu-là était pas trop bien optimisé, même pour les cartes graphiques Nvidia, que c'était un jeu gourmand avec le ray tracing, et là, on va s'en sortir de manière assez modeste, comme vous allez voir. En tout, avec le ray tracing en 4K, on a quand même 77 FPS de moyenne. C'est vrai que pour un jeu qui date d'aussi longtemps, c'est pas fou, mais ça reste assez moyen, ça reste passable, on va dire. J'aurais aimé atteindre les 95 voire 100 FPS parce que le jeu date un peu, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, on se retrouve pour découvrir les performances, mais cette fois-ci sans ray tracing, et vous allez voir que là, on va gagner quand même pas mal en FPS, donc ça va être plutôt correct. Donc là, on va désactiver le ray tracing, pas activer encore le DLSS, et on est parti avec le benchmark pour voir les performances potentielles qu'on peut avoir cette fois-ci avec le dernier Tomb Raider. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, on a 84 FPS de moyenne, alors qu'avec le ray tracing activé, on était plutôt à 77 FPS, mais 84, ça reste relativement correct, et même 77 avec le ray tracing activé. Toujours dans le jeu Tomb Raider, cette fois-ci, on est en résolution 4K et on a activé le DLSS pour avoir plus d'FPS supplémentaires, et on va voir combien d'images on va avoir. Et là, j'ai pas activé le ray tracing, donc c'est la 4K avec les mêmes paramètres graphiques, sans ray tracing, mais avec le DLSS. Alors là, c'est relativement correct, on a quasiment le double en images par seconde, parce que je crois que c'est 84 images qu'on avait sans DLSS et sans ray tracing, et là, avec le DLSS sans le ray tracing, toujours en 4K avec les mêmes paramètres graphiques, on a 151 FPS, donc c'est vraiment pas mal sur le dernier Tomb Raider, même s'il est quand même sorti il y a pas mal d'années déjà. Ensuite, là, c'est pareil, j'utilise le DLSS avec les mêmes paramètres graphiques, mais cette fois-ci, j'ai activé le ray tracing et on va voir le résultat du benchmark, voir si on a des performances beaucoup inférieures ou pas. Alors ça va, on a été sur une moyenne de 151 FPS après le résultat du test, donc avec le DLSS en mode qualité et sans ray tracing, toujours avec les mêmes paramètres graphiques en 4K. Là, avec le ray tracing en plus, on est à 144 FPS, donc ça fait pas beaucoup de pertes d'FPS, ça va, donc c'est un score relativement très correct. On se retrouve à nouveau sur le jeu Tomb Raider, donc là on est avec les mêmes paramètres graphiques, sauf que là la résolution est inférieure, on est en Quad HD, et j'ai activé le ray tracing en moyen, et on va voir ce que le benchmark nous dit. Donc c'est relativement correct, là je répète, sans DLSS, en Quad HD, on a 137 FPS avec le ray tracing activé, avec les mêmes paramètres graphiques que j'avais mis en 4K, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et pour finir, j'ai désactivé le ray tracing, on est toujours sur les mêmes paramètres graphiques avec la même résolution, à savoir la Quad HD, et on va voir à la fin du benchmark à combien d'FPS on va être en moyenne. C'est relativement correct, on a quand même une moyenne d'FPS de 153 FPS, donc en Quad HD, c'est plutôt un très bon résultat. Maintenant, on va tester le jeu The Last of Us Partie 1 sur PC avec tous les paramètres graphiques à fond, en 4K, et là vous allez voir que c'est plutôt pas mal. On a une moyenne globale à plus de 50 FPS, donc là je vous montre que j'ai mis tous les paramètres graphiques à fond, et ça tourne plutôt pas mal. Par contre le jeu demande beaucoup de performance pour pouvoir tourner de manière optimale. Donc là on est dans une scène où on a quand même beaucoup de choses à calculer avec la carte graphique, et ça tourne plutôt pas mal. Donc on a une moyenne à plus de 50 FPS, c'est pas mal en 4K avec tous les paramètres graphiques à fond. Maintenant on va tester la Quad HD. Pour la Quad HD c'est pareil, j'ai mis tous les paramètres graphiques à fond. L'avantage c'est que ça demande moins de VRAM, donc ça peut être intéressant. Et là vous allez voir qu'on va gagner en FPS, mais on va gagner très peu d'FPS. Et encore une fois, je ne peux pas activer le DLSS, le génération d'images, car c'est pas encore compatible avec les RTX 5000. Les développeurs n'ont pas fait la mise à jour pour que je puisse utiliser le DLSS tout simplement. Donc on peut voir qu'on gagne quand même quelques images supplémentaires, mais c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner.
Et pour finir, on va tester Cyberpunk 2077 avec la résolution 4K, avec tous les paramètres graphiques en ultra à fond, mais sans ray tracing et sans DLSS. Là, le DLSS est compatible avec ce jeu parce que les développeurs ont fait la mise à jour, donc c'est plutôt pas mal. On va appliquer et on va voir qu'on a quand même une belle moyenne de performance. On est à plus de 50 FPS, donc c'est totalement correct, ça reste joli, c'est fluide et c'est vraiment joli sans ray tracing déjà, donc c'est plutôt pas mal. Le ray tracing va apporter quand même beaucoup plus de clarté, de reflets, mais même sans ray tracing, le jeu est vraiment magnifique en 4K. C'est plutôt pas mal, comme vous pouvez voir, ça reste fluide. Et maintenant, on va voir ce que ça vaut avec le DLSS activé et le ray tracing. Donc là, j'ai voulu me faire un petit kiff, mettre le ray tracing à fond, mais sans DLSS dans un premier temps, avec les paramètres graphiques toujours en ultra. Et vous allez voir qu'on va être dans une moyenne de 12-15 FPS, c'est vraiment pas fou, c'est vraiment pas fluide. Et après, on va activer le DLSS 4, et là, vous allez voir qu'on va avoir vraiment beaucoup d'images par seconde. Et c'est là qu'on voit que la technologie d'NVIDIA avec le DLSS 4, je vais y arriver, pardon, est vraiment pas mal, parce que non seulement on a une belle qualité. On se retrouve maintenant toujours en 4K avec le ray tracing à fond, mais cette fois-ci le DLSS 4 avec tous les paramètres en ultra à fond sur le jeu Cyberpunk 2077 en 4K, et vous allez voir qu'on va avoir plus de 100 FPS de manière constante. C'est tout simplement incroyable d'avoir ça. C'est vrai que le DLSS, pardon, le défaut principal, c'est qu'il y avait un peu de grain sur l'image, ça dégradait un peu l'image quand on regardait de loin ou parfois autour des personnages, alors que là, le jeu reste beau, on n'a pas vraiment cette sensation de dégradation, on a toujours des petits problèmes, des petits grains à l'image, mais c'est très rare. Donc le DLSS 4 est vraiment une révolution, ça permet vraiment d'améliorer l'image comparé au DLSS 3 ou 2. On voit très peu les défauts d'image, les petits artefacts que ça pouvait créer. Donc franchement, le DLSS 4, c'est vraiment une grosse révolution. Même autour des personnages, vous allez voir, j'ai aussi, je me suis promené, j'ai regardé autour des personnages et je voyais des petits trucs, enfin, comment je pourrais dire ça, si je voyais des petits trucs sur eux, des petits grains et tout, et là, on n'en a pas du tout. Je crois que je n'ai creusé peut-être sur certains personnages, mais globalement, on n'a pas de petits grains à l'image, comme vous pouvez voir là, c'est vraiment incroyable. Le DLSS 4, c'est une petite révolution. Bien que ça crée de la latence, il faut dire la vérité, parce qu'on a quand même des défauts avec le DLSS 4 et que ça crée de la latence, mais sinon au niveau des défauts visuels, on en a beaucoup moins et c'est quasiment peu perceptible comparé aux anciens DLSS. Donc c'est vraiment une révolution, et pour profiter de Cyberpunk 2077 en 4K avec le ray tracing paramètres à fond, c'est tout simplement incroyable. Maintenant, on se retrouve pour tester Cyberpunk avec une résolution Quad HD, donc là je vais mettre tout en ultra sans activer le ray tracing et sans activer le DLSS, et je vais faire appliquer, et vous allez voir qu'on a un peu plus d'FPS qu'avec le mode 4K, donc ça reste quand même fluide. On a une moyenne à peu près, je dirais peut-être à 66-67 FPS, donc c'est relativement correct et c'est plutôt joli. Donc ça peut être intéressant de jouer en Quad HD si vous avez un écran Quad HD. Le jeu reste joli, c'est vrai que ça sera pas aussi joli que la 4K, mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux modes. Mais en tout cas, on a ça en termes d'FPS sur le jeu Cyberpunk 2077. Et maintenant, on va tester avec le ray tracing, avec tous les paramètres graphiques toujours à fond, et bien sûr le DLSS 4 pour voir les performances. Maintenant, on est toujours en Quad HD, j'ai activé le DLSS 4 avec le ray tracing à fond, et là on a une moyenne à plus de 160 FPS grâce au DLSS 4. C'est tout bonnement incroyable de pouvoir profiter de cette résolution, de cette qualité avec le ray tracing. Donc le DLSS 4, comme je dis précédemment, ça reste quand même une révolution, même si ça justifie pas d'augmenter le prix des cartes graphiques si le prix a augmenté à cause de ça. Mais en tout cas, dans l'acting, dans l'action, en test, le ray tracing est vraiment, le DLSS 4 est vraiment incroyable. Après, c'est vrai que ça crée de la latence, mais ça apporte tellement plus de qualité que ses défauts. Le fait de pouvoir mettre un jeu à fond et activer le DLSS 4 et avoir énormément d'images par seconde, mais bien sûr pour profiter pleinement du DLSS 4, il faut avoir un écran compatible. Par exemple là je suis à 160
FPS, il faut avoir un écran d'au moins 160 ou 200 FPS pour profiter complètement de ce mode-là, mais ça reste relativement correct d'avoir le DLSS 4, je peux activer le DLSS x2, x3 ou x4, donc c'est incroyable. Ensuite, on se retrouve pour tester les jeux VR, et là on va commencer avec le jeu Half-Life Alyx avec le MetaQuest 3, avec une résolution de 3760 x 3936, et avec bien sûr le 120 Hz activé avec Virtual Desktop, et on va voir les performances tout de suite. Au niveau des paramètres du jeu, j'ai tout mis à fond en ultra et on reste sur une moyenne à peu près de 113-114 fps. On est globalement à 120 fps, mais on peut avoir des petits drops d'FPS, des petites pertes d'FPS, pas beaucoup, de l'ordre de 3, 4, 5 fps, donc ça reste relativement correct. Donc en VR, Half-Life Alyx avec une résolution un peu boostée par rapport à la résolution de mon MetaQuest 3, et avec le mode 120 Hz et avec tous les paramètres graphiques en ultra, ça tourne hyper bien avec cette carte graphique. Ensuite, toujours sur Steam, le jeu Star Wars Squadron, donc là j'ai mis tous les paramètres graphiques à fond avec la même résolution que je vous ai dit au tout début de la partie VR, et là on est globalement entre 60 fps, parfois on peut être dans les 57, 58, mais globalement on est à plus de 55 fps de moyenne, donc c'est plutôt pas mal parce que je sais que mon ancienne carte graphique avait du mal à faire tourner le jeu avec tous les paramètres à fond. J'étais de l'ordre de 30, 45, et là je suis globalement à 60, mais parfois j'ai des pertes d'FPS et je descends dans les 52 parfois, ou plutôt 55, généralement 56, 57, mais globalement le jeu tourne bien avec les paramètres graphiques à fond, et c'est incroyable de pouvoir jouer à ce jeu avec une telle qualité. On est vraiment immergé dans le jeu, et donc c'est validé avec cette carte graphique. Ensuite, on passe à GTA V en réalité virtuelle grâce à mode. Donc j'ai mis les paramètres du mode, donc les paramètres graphiques du mode à fond. On a une moyenne à peu près de 75-80 fps. Parfois on peut descendre en dessous des 70, mais globalement on est à 75 fps et 80 de moyenne. On peut même aller jusqu'à 93 fps, donc c'est plutôt pas mal mettre les paramètres à fond graphiques du mode et avoir cette moyenne pour jouer à GTA V en VR. Ça fait que c'est fluide et on peut vraiment profiter du jeu de manière très correcte. C'est plutôt pas mal, ça reste assez joli, et replonger dans l'aventure de GTA V en VR, c'est tout bonnement incroyable. Maintenant, on teste un jeu VR sorti que sur le store PC VR de Meta, à savoir Land & Show, qui a un excellent jeu d'aventure avec la traduction français et un doublage français de qualité. Là, on est sur une moyenne de 113-114 fps, on est globalement à 120 fps, mais avec des petites pertes d'FPS, mais pas très élevées. Le jeu est fluide, ça tourne hyper bien avec le MetaQuest 3, et bien sûr, sur les paramètres graphiques d'Oculus, j'ai mis la résolution au maximum et j'ai mis les hertz à fond, et j'ai lancé le jeu comme ça, et voici ce que ça donne avec ces cartes graphiques. Donc c'est globalement pas mal. On se retrouve pour tester les jeux PC VR d'FPS. On commence avec le jeu Population 1 qui est très connu dans la communauté VR. Donc là on a une moyenne à peu près de 120 fps, parfois on peut avoir un peu plus, parfois on peut avoir un peu moins, mais on reste globalement à 120 fps. L'avantage de la version PC VR comparé à la version native sur le Quest 3 ou Quest 2, c'est que là on peut voir beaucoup plus loin de manière beaucoup plus nette, on a moins de latence, donc c'est plutôt pas mal. Dernier jeu d'FPS qu'on va tester, le jeu Breacher, qui est un jeu d'FPS plutôt pas mal. Donc là c'est pareil, on reste sur une moyenne de 120 fps, on peut avoir des pertes d'FPS, mais on reste globalement, je dirais plutôt à 117, 118 de moyenne ou 115 de moyenne, mais globalement on est quasiment toujours à 120 fps avec quelques pertes de FPS. Ça tourne hyper bien, c'est fluide, et on profite de l'avantage de sa version PC VR, avoir de manière plus nette de loin, avoir moins de latence, etc. Donc c'est relativement pas mal. Donc les jeux PC VR, c'est plutôt correct avec cette carte graphique. On se retrouve pour le bilan. Donc faut-il acheter cette carte graphique? Déjà, ça va dépendre de votre budget. Pour ma part, la 5070 Ti est la carte qui propose le meilleur rapport qualité-prix-performance. On n'est pas loin d'une 5080. L'avantage de cette carte, c'est qu'on peut jouer en 4K sans ray tracing ou bien avec le ray tracing, et si jamais le ray tracing fait trop baisser les FPS sur les jeux récents, on peut activer le DLSS 4 pour compenser, et la Quad HD ça tourne vraiment bien sur cette carte. Pour les jeux d'FPS non VR, c'est relativement pas mal, on peut avoir beaucoup d'FPS sur tous les jeux d'FPS, que ce soit les jeux d'FPS récents ou moins récents, et pour les jeux VR, que ce soit les jeux d'aventure ou les jeux d'FPS, ça tourne vraiment très bien. En ce qui concerne les températures, donc là on n'est pas encore en été, avec le BIOS Gaming activé, on dépassait pas les 65-66 degrés, donc c'est vraiment correct, que ce soit dans le cas d'un jeu VR ou d'un jeu 4K gourmand, donc c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne le bruit de la carte graphique, c'est vraiment pas
pas mal, même si vous jouez à un jeu gourmand en 4K ou bien si vous jouez à un jeu VR gourmand en ressources, la carte reste relativement silencieuse, même avec le BIOS Gaming activé. Donc c'est une carte idéale pour les streamers et également les personnes qui enregistrent du contenu gaming, ou bien pour les personnes qui streament du contenu gaming, ou bien pour les personnes qui veulent être immergées dans leur jeu sans entendre le bruit très strident de leur carte graphique. J'avais une 3080 Ti avant, j'ai changé parce que cette carte faisait énormément de bruit, je voulais une carte aussi performante ou un peu plus. Je voulais acheter au début une 5080, mais malheureusement ça rentre pas dans mon boîtier. Et même la 5070 Ti rentre pile poil dans le boîtier, c'est vous dire. Donc cette carte vaut le coup si elle est vendue à son juste prix, mais si vous êtes prêt à payer un peu plus cher comme moi, parce que je l'ai payé 1199 €, allez-y, les performances sont au rendez-vous. Mais le problème de cette carte, c'est qu'elle est vendue beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est le plus gros défaut de cette carte, parce que les performances sont là, avec le DLSS 4, ça augmente encore ses performances, on a un meilleur ray tracing, le DLSS est relativement amélioré, donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez avoir des gains de performance brute en rasterisation plutôt pas mal en fonction de votre ancienne carte graphique. Donc vous l'aurez compris, le défaut principal de cette carte, ça reste son prix, parce que pour les jeux VR et les jeux non VR, c'est vraiment une carte très intéressante, mais le problème, c'est son prix. Donc si le prix pour vous est un problème, attendez la fin de la pénurie pour que les cartes graphiques retrouvent leur prix normal, MSRP, mais je doute que ça va arriver vu comment se porte le marché, mais on sait jamais. On arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, pensez bien à vous abonner, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.